Véritable espace d'expression démocratique, la 17e édition de l'EID est en cours. On retiendra que sur 110 interpellations présentées, 35 ont été lues devant le jury et 36 rejetées par la commission. Élection présidentielle au Ghana, John Dramani Mahama l'emporte dès le premier tour et avec justesse. Il a recueilli 50,70% des suffrages, devançant ainsi son adversaire Nana Kufuor. Dans le magazine Santé de ce lundi, nous nous intéressons à l'insuffisance rénale, une maladie qui intervient quand les reins n'arrivent plus à purifier l'organisme des substances toxiques qui s'y entassent. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République par intérim a rendu une visite de courtoisie ce matin au shérif de Nioro. Avec lui, le professeur Dionkunda Traoré s'est longuement entretenu sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire. Les deux personnalités ont également échangé sur la tenue des concertations nationales. Sur ce dernier sujet, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. Si les concertations doivent être reportées, ce sera en commun accord avec l'ensemble des forces vives du pays. Bourama Traoré. Je suis simplement venu lui rendre une visite de courtoisie. Bien entendu, on profite toujours de ces occasions-là pour échanger sur beaucoup de choses. C'est un Malien comme nous tous, préoccupé par la situation du Mali. Et il a des opinions qui sont extrêmement intéressantes et dans lesquelles on peut puiser beaucoup d'idées. Donc nous avons parlé du Mali, nous avons parlé du problème du Nord, nous avons parlé aussi des concertations nationales. La société civile m'a approché, les familles fondatrices de Bamako m'ont approché, d'autres regroupements m'ont rapproché. Et je pense que ce n'est pas une décision que je prends tout seul. Je vais continuer les consultations, je vais écouter ici et là. Bon, on verra bien, dans l'intérêt du peuple malien, dans l'intérêt des Maliens eux-mêmes, je crois que nous verrons la décision la meilleure à prendre. Et le ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la coopération au développement du Royaume des Pays-Bas qui est en visite dans notre pays, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce matin, Liliane Ploumen était à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Le compte-rendu de Rachel Tessougué. Le Royaume des Pays-Bas veut rester un partenaire fiable et constant du Mali. Un engagement renouvelé par une délégation de ce pays en visite dans la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Visite au cours de laquelle elle s'est entretenue avec le maire Moussa Mara sur la situation politique, sociale et économique du Mali. Les Pays-Bas ont décidé de poursuivre leurs relations avec notre pays malgré le contexte de crise. Et ils ont décidé de le faire dans les domaines dont nous avons besoin, qui sont essentiels pour le développement humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Et ils ont décidé de le faire selon un mode qui est le plus efficace possible, c'est-à-dire passer à travers les collectivités territoriales, être au plus près des populations. Après la mairie de la commune 4, la délégation s'est rendue au centre de santé de référence. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail des agents. Avec cette structure sanitaire, le Royaume des Pays-Bas entend renforcer sa coopération pour offrir des soins de qualité aux patients. Nous avons bon espoir, puisque déjà ce matin lors de la cérémonie, il y a du matériel qui vient d'être offert. C'est une coopération qui a commencé depuis un certain temps. Déjà à partir de là, quand même, nous pouvons espérer sur une évolution encore plus favorable de cette coopération-là. Le Royaume des Pays-Bas est présent au Mali depuis 1973. Il intervient dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Les travaux de la 17e édition de l'espace d'interpellation démocratique et EID sont en cours. Sur 110 interpellations, 35 ont été lues devant le jury. En dehors des 35 dossiers retenus, 39 ont eu une suite à donner et 36 ont été rejetés par la commission d'organisation. Le président du jury d'honneur de l'EID 2012 est le professeur Serigne Diop. Il est ancien ministre sénégalais et professeur d'université et spécialiste des droits de l'homme. Le reportage de Mahamadou Doumbia.
Sur 110 interpellations, 35 ont été retenues pour cette 17e session de l'espace d'interpellation démocratique. Désormais confiée au médiateur de la République, l'organisation des espaces d'interpellation démocratique, diversement appréciés, mérite donc plus de rigueur, plus de probité, plus d'engagement. En considération de certaines critiques émises à tort ou à raison sur les conclusions de l'EID, je souhaite vivement que ce forum s'arrache progressivement à la pesanteur de la routine et à la répétition souvent déconcertante des mêmes interpellations. Au centre des interpellations, le plus souvent, c'est l'administration qui est en cause. Je voudrais souhaiter que notre administration n'oublie jamais que notre système de fonction publique est défini et bâti autour de 3 valeurs fondamentales qui sont la probité, l'impartialité et l'efficacité. L'inobservation de l'une de ces valeurs peut engendrer des injustices préjudiciables à la paix sociale. Et pourtant, en matière de démocratie, le Mali, depuis Kourkanfoua, n'était-il pas déjà un havre de paix et de démocratie? Un rappel historique fait par le président du jury d'honneur et qui a tout son sens. J'estime que, comme en 1236, si l'on retient la date proposée par les historiens par rapport à la charte du Mandé, le grand peuple malien, là aussi, donne à l'Afrique et au monde un exemple de volonté de bonne gouvernance. Ce qui se passe au nord du Mali ne se passe pas seulement au Mali, il se passe en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi cela nous interpelle au plus haut point. Et c'est pourquoi aussi nous voulons nous sentir particulièrement responsables, co-responsables dans toutes les actions qui seront engagées pour le retour à l'intégralité et à l'intégrité du Mali dans sa partie nord. Au cours de leur discours, les représentants des associations et organisations des droits de l'homme ont fustigé les groupes islamistes armés qui sévissent au nord et qui, au nom d'une charia triée sur mesure, se livrent à des viols, des violations flagrantes des droits de l'homme allant jusqu'à l'humiliation. Autre rappel fait par les juristes, les crimes perpétrés contre des journalistes, les pléthores dans les prisons, le non-respect du délai de garde à vue, l'impunité, les enlèvements, on en oublie. Et ce communiqué du gouvernement par rapport aux droits de l'homme depuis quelque temps et de façon récurrente, de jour comme de nuit, principalement à Bamako et environ, sont signalés des cas d'enlèvement, de tentatives d'enlèvement de personnes ou d'autres violences perpétrées par des individus armés. Le gouvernement regrette et condamne fermement ces actes barbares d'une autre époque guidés par des finalités obscures. Le gouvernement rappelle à cet égard l'article 1er de la Constitution du Mali qui dispose, je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. » Le gouvernement avertit que ces violations flagrantes de la loi fondamentale ne sauraient rester impunies. Pour ce faire, il lance un appel à la vigilance et invite tout témoin présent au moment de la commission des faits décrits ci-dessus à appeler les numéros verts ouverts à cet effet qui sont le 80 0011 14 de la gendarmerie nationale, le 80 0011 15 de la police nationale. En tout état de cause, le gouvernement s'engage résolument à combattre toutes les atteintes aux libertés, quels que soient leurs auteurs. Enfin, le gouvernement réaffirme sa volonté de maintenir et de renforcer l'état de droit afin que triomphe la démocratie et les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. Direction Ségou avec ce meeting d'information et de sensibilisation organisé samedi par la coordination de la jeunesse de Ségou. Meeting au cours duquel les intervenants ont tous exhorté les Maliens à s'unir derrière leur armée nationale pour la libération des régions du nord du pays. En réponse, le capitaine Sungalo Koulibaly, envoyé spécial du capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi et de la réforme des forces de défense
et de sécurité, a rassuré les manifestants. Je vous propose d'écouter le capitaine Koulibaly. Il est au micro de nos confrères de la DIRPA. Je rassure la population de Ségou que la terre de nos grands, Soundiata Keita, Biton Koulibaly, Damonzon Diarra, Soni Alibert, Firoun Ak Alenzar et Babemba, pour ne citer que ceci, ne restera jamais, jamais et au grand jamais sous occupation. Je lance un appel à tous les Maliens et toutes les Maliennes de se lever pour la sauvegarde de ce qui nous a été légué par nos braves ancêtres. Dignes descendants de ces braves guerriers, le grand Mali peut tanguer, mais ne chavira jamais. J'appelle une fois de plus la population de Ségou à compter sur son armée. Et nous vous promettons, je le dis bien, de libérer les terres qui sont sous occupation. La première édition de l'espace d'expression populaire du Mali a démarré ce matin au stade Modibo Keïta de Bamako. Les questions relatives à l'accaparement des terres, aux abus de pouvoir, au licenciement illégal sont entre autres les différentes plaintes enregistrées. Le mouvement populaire du 22 mars, l'association libre Kaira, entend recenser les problèmes des populations afin de les soumettre aux tribunaux compétents. Galia Gagissa. Les plaintes relatives au foncier, à l'emploi et même aux abus de pouvoir sont connues des pouvoirs juridiques. C'est dans ce contexte que le mouvement populaire du 22 mars a initié cette journée d'expression populaire. L'espace d'expression populaire, c'est pour permettre aux populations qui ont été désabusées de violations de droits, de déni de justice, de pouvoir se retrouver et de mettre leurs forces ensemble et de faire la pression nécessaire afin que la justice puisse faire exactement son travail et régler les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Une occasion saisie par certains individus ou collectifs de citoyens pour exposer leurs problèmes. Ainsi, certains plaignants ont déploré la privatisation du chemin de fer du Mali. Je me plains du fait qu'on a détruit le pays et son avenir à travers la privatisation du chemin de fer qui, après avoir été réalisé, a montré que tout ce qu'on a craint s'est passé. Nous attendons de l'État de la réinsertion pour tous les partants volontaires parce que c'est ce qui était le volet le plus important du programme d'ajustement structurel. Les plaintes enregistrées seront soumises aux tribunaux compétents selon les organisateurs de cette première édition d'expression populaire au Mali. 6 millions d'habitants, dont 55% de jeunes de moins de 20 ans, c'est l'estimation de la population de Bamako à l'horizon 2030. Pour faire face à cette démographie galopante, la mairie du district a élaboré un plan de développement global du district qui a été exposé au 6e sommet d'Africité à Dakar. Les enjeux avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré, Sidi Modibo Dambélé. Bamako a connu ces dernières décennies une des plus fortes croissances urbaines d'Afrique. Cette croissance est vécue et perçue comme un problème difficilement maîtrisable. Un développement incontrôlé, un étalement urbain qui déborde les limites administratives de la ville, une démographie galopante avec 55% de jeunes de moins de 20 ans. Voilà autant de défis et de problèmes qui ont conduit à la réflexion et à la mise en œuvre d'un plan de développement humain et urbain pour l'horizon 2030. Nous voudrions qu'on tienne compte de Bamako dans 20 ans, quelle va être la situation démographique. Nous aurons une population très jeune dont il faudra tenir compte, donc avec des problèmes d'accès à l'école, d'accès à la santé et d'accès à l'emploi. Donc il faut trouver un équilibre spatial. Si aujourd'hui le district compte 2 millions d'habitants, les prévisions sont de 6 millions en 2030. Ce plan de développement de notre capitale est une réponse et un cas d'école qui fut d'ailleurs exposé à un autre atelier présidé par le maire du district de Bamako. Le plan prévoit le renforcement de l'attractivité de Bamako, carrefour naturel de la sous-région, bâtir un système multipolaire de centralité urbaine et développer les réseaux de transport collectif couvrant tout le district. Au temps fort de cette 6e édition d'Africité, c'est l'Assemblée générale élective des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique, dont le siège est à Rabat au Maroc. Si Dakar a été élu à la présidence, le maire du district est désormais membre du comité exécutif de cet organe et l'AMM, membre du Conseil panafricain.
Au Ghana, John Dramani Mahama a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour et avec justesse. Il a recueilli 50,70% des suffrages contre 47,74% des voix pour son principal adversaire Nana Akufo. John Dramani Mahama est élu pour un mandat de 4 ans qui débute en janvier prochain. Après des heures d'attente, les résultats de l'élection présidentielle ghanéenne sont tombés dimanche dans la soirée. C'est John Dramani Mahama, le président par intérim, qui l'emporte dès le premier tour avec 50,7% des voix, 3% de plus que son principal adversaire, Nana Akufo-Addo. Mesdames et messieurs, conformément aux résultats, je déclare que John Dramani Mahama est élu président. Aussitôt, c'est l'explosion de joie au NDC, son parti. John Mahama, le vice-président devenu président par intérim après la mort de John Atta Mills, dispose désormais d'une légitimité électorale en bonne et due forme. Mahama a été député, ministre d'État, vice-président et aujourd'hui président. On pense qu'il a l'expérience pour diriger au mieux l'économie de notre pays. La compétition entre Akufo-Addo et Mahama a été tellement serrée. Je suis si contente. Ces résultats, son adversaire, Nana Akufo-Addo, les conteste pourtant. Sûr de son avance, son parti, le NPP, avait annoncé sa victoire dimanche après-midi. Le NPP qui parle désormais de fraude. La police a dû repousser 200 de ses militants qui voulaient protester devant la commission électorale. Quant au principal intéressé, Nana Akufo-Addo, c'est par communiqué qu'il s'est exprimé. Il dit rejeter les résultats, mais appelle ses partisans au calme. Son parti se réunira demain mardi pour décider de la marche à suivre. Le président de la République par intérim qui félicite le nouveau président ghanéen à l'occasion de son élection à la tête de son pays, le professeur Dionkunda Traoré saisit cette heureuse occasion pour réaffirmer sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens de coopération et d'amitié qu'entretiennent Maliens et Ghanéens. Des élections ghanéennes qui se sont donc tenues dans le calme. L'exemple démocratique ghanéen peut-il servir d'exemple au Mali? Notre envoyé spécial Boubacar Touré a posé la question au premier vice-président de la CENI, Issaga Campo. Nous l'écoutons. L'importance de cette élection, la communauté ouest-africaine s'est fortement déplacée. Ce qu'on retient de cette élection, c'est que d'abord, il y a une très bonne organisation et il y a eu l'introduction de la biométrie au Ghana ici. Au Mali, nous avons aussi des compétences comme le Ghana. Nous avons aussi l'expérience nécessaire. Et on est en train d'aller, c'est vrai que nous traversons une période très difficile avec les trois structures, le ministère, la DG et la CENI. Nous traversons une situation politique très difficile, mais petit à petit, on est en train de s'organiser pour aller à de très bonnes élections au Mali. Alors, concrètement, on sait qu'ici, la CENI, la commission électorale ghanéenne, est une commission totalement indépendante. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jaloux de cette commission-là? Je pense que le Mali aussi est en train d'aller vers ça. Déjà dans les projets de texte, on avait préparé un projet dans ce sens et je pense qu'après la fin de cette transition, le Mali aussi aura une institution comme celle du Ghana, sinon meilleure que celle du Ghana. Nous avons tous nos outils et nous sommes prêts à aller aux élections. Dès demain matin, on est capable de superviser les élections. Voilà le premier vice-président de la CENI de notre pays plutôt, mais pas de Ghana. L'ONG Sasakawa Africa a initié un atelier sur la politique des producteurs agricoles. Le but visé par cette session est l'amélioration des connaissances sur les productions agricoles. Les participants viennent de l'Éthiopie, du Nigeria, d'Ouganda et du Mali. Garibou Pérou pour le compte-rendu. Les pertes post-récolte des productions agricoles et l'accès du marché à travers le partenariat public-privé constituent des défis dans l'économie rurale. Pour s'inscrire dans cette logique, l'ONG Sasakawa Africa a initié cet atelier international. Au niveau de Sasakawa, vous avez 5 thèmes, okay? Mais c'est seulement 2 thèmes qui sont en train de se rencontrer ici. Le thème 2 qui travaille sur la gestion après récolte et la transformation des produits agricoles.
et le thème 3 qui travaille sur le partenariat public-privé et l'accès au marché pour les petits producteurs. Cette Assemblée générale annuelle est une occasion pour les pays participants de partager les expériences afin de mieux préparer les campagnes prochaines. Nous travaillons beaucoup sur la gestion, la conservation de l'eau et des sols, tels que les biomes cloisonnés, les aménagements en cours de niveau et le trempage des semences pour faciliter la germination. Les participants vont au cours de cette session élaborer les rapports annuels 2012 et valider le plan budgétaire 2013. Ils vont aussi effectuer une visite de terrain pour voir comment travailler ensemble sans l'intervention des partenaires. Sasakawa est une ONG internationale qui a été créée en 1985 par un humanitaire japonais en collaboration avec le père de la Révolution verte en Asie et l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, dans l'esprit d'aider l'agriculture en Afrique. En 5e région, célébration du mariage civil de 50 couples à Kogno dans le cercle de Djéné. L'acte s'inscrit dans le cadre de la promotion et la protection des droits des femmes. Le compte rendu depuis Mopti de Jules Sambou Sissoko. La date du jeudi 6 décembre 2012 restera pour toujours dans la mémoire de ces 50 couples dont le mariage à l'état civil vient d'être célébré à la mairie de Kogno dans la commune de Dandougou-Fakala, cercle de Djéné. Mais pas seulement. Les heureux mariés sont désormais assurés de la protection juridique, leurs enfants aussi. L'état civil est le mode de constatation des principaux faits relatifs à l'état des personnes. L'état civil de mariage suivi de la célébration et la remise des précieux documents par le premier adjoint du maire ont toute leur importance et toute leur valeur dans la promotion et la protection des droits des femmes. C'est avec cet acte que l'homme et la femme peuvent se prévaloir au titre d'époux et d'exercer les prérogatives liées en ce qui concerne les relations avec l'administration familiale. L'ONG Audi Sahel et ses partenaires, ONU Femmes, la coopération belge au développement, la direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et la mairie de Kogno ont posé un acte majeur bien magnifié et c'est faste avec heureux ménage aux nouveaux mariés dont les conjoints les plus âgés ont 73 ans et 60 ans. Voilà qui est bien dit. Et nous partons au commissariat de police du 3e arrondissement de Bamako, qui a désormais une rampe qui facilite l'accès des personnes handicapées au service du dit commissariat, une réalisation qui traduit l'engagement de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées à offrir un meilleur accès aux services sociaux. Attention, cette élévation n'est pas faite pour les motos, mais pour les personnes handicapées. Il s'agit d'une rampe destinée à faciliter leur accès aux services sociaux de base, tout comme les personnes non handicapées. À travers l'inauguration de cette rampe, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées offre leur facilitant l'accès aux services administratifs. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité, due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation, ou l'accès au travail. En s'inscrivant dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des personnes handicapées, cette réalisation répond à une des sollicitations du gouvernement, préoccupation dont l'objectif demeure la lutte contre l'exclusion sociale. En 1993, notre pays a adopté une politique de solidarité pour qu'il y ait plus de justice et d'équité dans tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre pays. Aux édifices publics. L'association attire également l'attention des décideurs sur les conditions de vie des personnes handicapées en les invitant à inclure dans leur programme de développement la dimension du handicap et de faciliter leur accès au financement. Le président de la séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le mardi 11 décembre 2012 et jour suivant à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation et des communications. De la protection civile, dans les le pays regarde ce contexte sécuritaire et pour éviter toute confusion, le ministre de la Sécurité intérieure
civile des citoyens formellement interdite. L'application stricte de la présente mesure et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Direction la pelouse de football avec le championnat national de Ligue 1 au cours de la 3e journée. Les 11 créateurs ont dominé la Jeanne d'Arc par 3-0, alors que de l'autre côté, le CSKA et l'ASCO ont fait match nul. Abdelkarim Kaba nous résume les 2 matchs. Les boys du CSKA, à la recherche d'une première victoire en Ligue 1 cette saison, sont face à l'ASCO, aussi dans le même cas de figure. Le match ne s'emballe qu'en deuxième période, dans la mesure où la première s'étant soldée par 0-0. À la 52e minute, Boubacar Tounkara, d'une super volée, ouvre le score pour le centre Salif Keita. C'est le premier but du CSKA en championnat national saison 2012-2013. Le jeune de Korofina passe à plusieurs reprises à côté de l'égalisation, avant d'établir la parité à la 90e minute par Brahma Dambélé. C'est sur ce score d'un but partout que la rencontre prend fin. Auparavant, le 11 créateurs s'était imposé face à la Jeanne d'Arc par 3-0. Comme lors de la deuxième rencontre, le premier de 0 à la mi-temps. Le quart ouvre le score pour les créateurs à la 57e minute. Ishaka Diarra corse l'addition à la 72e minute pour les pensionnaires de Nyarela. Le nouvel entrant Soumaïla Koné, l'ancien du stade malien de Bamako, tue tout suspense en inscrivant le 3e but à la 84e minute. Les 11 de Nyarela s'imposent finalement 3-0 face à la Jeanne d'Arc, un gros morceau du championnat national Ligue 1. Avec cette victoire, les créateurs de Nyarela s'installent confortablement seuls dans le fauteuil de leader avec 3 victoires en autant de matchs. A noter que depuis leur montée dans l'élite, les 11 créateurs de Nyarela n'avaient pas occupé le sommet du championnat national. Focus Santé traite aujourd'hui de l'insuffisance rénale. Comme on le dit, l'insuffisance rénale, c'est quand les reins n'arrivent plus à purifier l'organisme des substances toxiques qui s'y entassent après les repas ou la consommation de médicaments, l'hypertension, le diabète, la bilharziose, une angine ou autre infection urinaire mal gérée dans l'enfance peuvent conduire à une insuffisance rénale. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. L'insuffisance rénale est une maladie grave qui entraîne la détérioration de la capacité des reins à filtrer le sang et à sécréter certaines hormones. Conséquence, certaines substances s'accumulent anormalement dans le flux sanguin et sont capables d'empoisonner le patient. L'insuffisance rénale peut être aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë le plus souvent est liée à des effets négatifs des intoxications médicamenteuses ou bien des intoxications liées aux médicaments traditionnels. Nous pouvons avoir aussi une insuffisance rénale aiguë qui survient après une opération chirurgicale, obstétricale, ou bien après des morsures de serpents, ou bien en cas de diarrhée et de vomissements très intensifs dans lesquels le malade perd beaucoup de liquide et la quantité de sang qui arrive au niveau des reins est insuffisante et le rein n'arrive plus à fonctionner. Au CHU du Point G, l'insuffisance rénale est la deuxième cause de mortalité après les urgences. Au Mali, on dénombre entre 300 et 450 insuffisants rénaux par million d'habitants, ce qui donne environ 400 à 500 000 patients en attente de prise en charge. Il existe tout un éventail de causes à cette maladie et certaines remontent à l'enfance. Dans notre pays, nous avons un certain nombre de populations à risque assez élevé. Nous avons dans la zone du pays d'Ogon, autour des barrages, ce qu'on appelle une infestation environnementale par la bilharziose. La bilharziose va s'attaquer à tout l'arbre urinaire, y compris les reins. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les causes métaboliques des maladies rénales. Et la cause métabolique actuellement la plus connue, c'est le diabète. Et le diabète provoque ce qu'on appelle une destruction des vaisseaux, des gros et des petits vaisseaux du rein, et finit par détruire le parenchyme rénal et entraîner une insuffisance rénale. Nous avons aussi l'hypertension artérielle. En fait, l'hypertension artérielle
peut-être est considérée aujourd'hui beaucoup plus comme une maladie rénale qu'une maladie cardiaque. Les manifestations de la forme chronique de l'insuffisance rénale sont perceptibles souvent quand les reins opèrent à moins de 25% de leur capacité. Les premières manifestations de l'insuffisance, c'est que le malade lui-même il constate qu'au niveau des membres inférieurs, les pieds se gonflent. Et quand on appuie avec le doigt sur le genou, et ça laisse des traces. Et ces traces persistent. Selon les spécialistes, une angine, une bilharziose ou autre infection urinaire mal traitée pendant le jeune âge peut conduire à une insuffisance rénale. C'est pourquoi l'implication de tous, communauté et personnel soignant, est importante pour réduire les cas d'insuffisance rénale dans notre pays. L'insuffisance rénale en tant que telle ne constitue pas aujourd'hui aux yeux des néphrologues une fatalité, à condition que les dispositions soient prises pour que, au niveau des centres de santé, aussi bien de la capitale que dans les régions, qu'il y ait une prise en charge précoce et une prise en charge correcte de ces maladies. Ça veut dire quoi? Traiter les parasitoses, traiter les infections, traiter l'hypertension artérielle, équilibrer le diabète, etc. Donc, si ces conditions sont bien remplies, les malades ont des chances de vivre leur vie normalement avec une insuffisance rénale, mais qui n'aura pas besoin d'une prise en charge en dialyse ou en transplantation. La prise en charge de l'insuffisance rénale se fait en service de néphrologie. Elle commence par la gestion des causes si celles-ci sont liées au diabète ou à l'hypertension artérielle. Mais elle peut aller à la dialyse, une technique d'épuration extracorporelle du sang qui doit se faire 3 à 4 fois par semaine. En raison de la retransmission en direct de la 17e édition de l'espace d'interpellation démocratique, la rédaction du journal télévisé vous informe que le journal télévisé de la formation ou des formations ne sera pas diffusé ce soir. Vous pourrez donc le suivre demain après le journal de 20h. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain dans la journée avec Ndeye Sissoko. Ayons une pensée profonde pour nos compatriotes des régions de Kidal, Gao, Tombouctou et une partie de Douanza. Merci et bonne nuit à tous.